Alors, dans votre dernier rapport, vous notez, je vous cite, les saisines qui concernent la vie quotidienne et les conflits en établissement ont connu une très forte progression en 2023 et un doublement en 5 ans. Elles concernent 39% de l'ensemble des réclamations des usagers. Quand on regarde les enseignants comme les personnels en fonction d'encadrement, ils se sentent mis en cause par l'ensemble de ces contestations qui s'expriment parfois de façon virulente, agressive, générant de l'anxiété et du découragement au sein des équipes. Vous ajoutez, la relation entre famille et l'école semble se dégrader. Est-ce que vous pouvez nous apporter des précisions sur ce constat et quelles leçons vous en tirez? Alors, il faut faire attention aux généralisations. C'est pour ça que j'ai dit semble se dégrader. Parce que forcément, le médiateur ne voit que ce qui ne marche pas, sinon les gens ne feraient pas appel. Sur les 20 000 saisines. Voilà, sur les 20 000 saisines. Les usagers, c'est 77% des saisines, le reste sont les personnels. Donc ça veut dire 39% de 77%, déjà on est bon. Mais c'est quand même du monde, ça fait quand même du monde. Donc il faut se méfier de ce biais. L'école n'est pas non plus à feu et à sang. Et je fais toujours très attention à ne pas présenter nos chiffres comme des chiffres qui caractérisent l'ensemble du système éducatif. Cela dit, je vous ai parlé de signaux faibles au début. J'attends toujours 3, 4, 5 ans. Là, ça fait 3, 4 ans que je regarde ces chiffres des conflits en établissement scolaire. Ce n'était pas le premier sujet de saisine avant. Pour les usagers, c'était plutôt les inscriptions et les affectations, et puis les examens aussi. Bon. Et en troisième position, les conflits de vie scolaire. On a un peu de tout. Hein. Après, on pourra rentrer dans le détail de ce que ça recouvre. Mais en réalité, c'est la relation des parents à l'école ou des étudiants à leur université. Je pense, d'abord qu'il faut se méfier de ce biais-là. Cela dit, depuis quelques années, je confirme, puisque ça augmente, je confirme qu'il y a une véritable tension. Alors, elle est due à plusieurs raisons. D'abord, il y a une véritable anxiété par rapport à l'école, vis-à-vis de l'école. La deuxième raison, c'est aussi ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que les parents ont un certain nombre de parents ont un niveau de culture et d'éducation qui est maintenant au même niveau, voire supérieur à celui de certains enseignants, ce qui n'était pas le cas autrefois. Les enfants accédaient à un niveau d'études, à un niveau culturel parfois plus élevé que celui de leurs parents. Donc les parents s'immiscent beaucoup dans la relation, dans les affaires de l'école, et c'est bien, je ne le critique pas. Mais ça veut dire que pour les personnels, il faut plus les associer, composer, dialoguer avec eux, et c'est plus compliqué. Alors, jusqu'à présent, quand je parlais des conflits en établissement scolaire dans mes rapports, je le voyais toujours du côté des familles. Je rendais compte des difficultés sur plusieurs sujets rencontrés par les familles, puisque ce sont les familles qui nous saisissent. Bon. Et puis cette année, enfin l'année dernière, dans mon dernier rapport, je me suis dit quand même, je suis médiatrice, donc il faut montrer les deux sons de cloche. Oui, les parents, un certain nombre de parents sont en difficulté sur toutes sortes de sujets, incompréhension, démarches en ligne complexes, opacité, manque de transparence, manque d'information, incompréhension sur les évaluations par exemple, angoisse sur les examens, angoisse sur l'orientation, toutes ces choses-là existent. Et je ne les nie pas, et en tout cas c'est ce que je lis dans les saisines que je reçois. Mais je me suis dit, regardons aussi l'autre côté des choses, et que disent les chefs d'établissement, que disent les équipes et les enseignants. Et là on voit que souvent ils ont atteint leurs limites. Non pas leurs limites en termes de compétences, mais leur capacité matérielle et psychologique de faire face à certaines situations, parce que les problématiques qui sont dans l'école et les conflits qui sont dans l'école reflètent des conflits qui dépassent largement l'école, qui sont ceux de la société. Les grands sujets de la société. Voilà. Donc, est-ce que l'école peut répondre à tout ça? Est-ce que les enseignants sont formés pour ça? Est-ce que les chefs d'établissement sont ces hommes orchestres qui doivent tout faire et répondre et satisfaire tout le monde, à la fois à la pression de la classe des profs, comme on dit, l'exigence des parents, les injonctions ministérielles? Bon, voilà. Donc cette année, je voulais rendre compte de cette difficulté-là, et ce que j'ai appelé, non pas la souffrance, n'exagérons pas, mais la vulnérabilité des personnels et des chefs d'établissement sous l'angle des conflits ou en tout cas des difficultés qu'ils ont à gérer au quotidien dans leur établissement. Voilà pourquoi j'ai parlé sans généraliser, sans stigmatiser,
de tensions qui montent, d'agressivité parfois, d'exigence et de pression de la part de certaines familles sur l'école. Mais souvent à juste titre. Prenons un exemple qui est très délicat à évoquer, c'est celui des élèves en situation de handicap. Oui. Il y a la loi de 2005, Dieu sait si nous y adhérons tous, et j'y adhère en particulier puisque j'ai œuvré à l'émergence de cette politique inclusive, donc je ne vais pas dire que Mais je reconnais qu'aujourd'hui, 20 ans plus tard, l'école n'est pas en capacité de résoudre tous les problèmes et d'accueillir tous ces enfants. Il faut essayer de les accueillir, mais l'exigence, c'est pas simplement de les accueillir, c'est pas de les mettre dans un coin de la classe avec un AESH en se disant que bon, ils sont là, on les accueille, c'est ça l'inclusion. Non, il faut vraiment réfléchir à comment globalement le système s'est modifié, s'est adapté à ces enfants-là. Or, aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies pour scolariser un certain nombre de ces enfants. Voilà. Les conditions, alors on ne va pas rentrer, c'est un sujet en soi, mais et c'est une grande souffrance pour certains enseignants qui sont tiraillés entre leur conscience professionnelle, et d'abord de faire évoluer, progresser l'ensemble d'une classe, pas uniquement un enfant, et puis de tenir compte des difficultés de cet enfant. Et le plus difficile, ce sont les handicaps comportementaux, parce que là, on ne sait pas faire. On ne sait pas faire, on n'a pas cet appui des personnels médico-sociaux qui devraient être présents dans l'école. Ça fait des années qu'on dit qu'il faut rapprocher les services médico-sociaux de l'école, qu'ils soient présents dans l'école, à proximité de l'école, et pas l'enfant qui va aller dans les instituts spécialisés ou les soins à l'extérieur de l'école. Cette machine-là, on n'arrive pas encore à la fluidifier. Elle est très complexe et il y a beaucoup à faire encore. Ce qui n'enlève rien au fait que d'énormes progrès ont été faits. Et là aussi, il y a l'effet masse, c'est-à-dire que tous ces enfants avant n'étaient pas à l'école, n'étaient pas au collège, n'étaient pas au lycée, n'étaient pas à l'université. Et aujourd'hui, ils y sont. Donc voilà, il y a un décalage entre la loi, ce que dit la loi, et puis la réalité d'une situation aujourd'hui qui est vraiment tendue. Sans vouloir trop caricaturer, le mot sera une caricature. Dans des discussions que je continue à avoir avec des collègues proviseurs d'établissement, l'un d'entre eux me disait récemment, nous n'avons plus des usagers, mais des clients. Oui, on a beaucoup parlé des parents clients, j'ai évoqué le consumérisme. Voire d'élèves clients. Les élèves, ça dépend de l'âge, mais ils se comportent un peu comme leurs parents. Oui, mais c'est indéniable, on est dans une société de consommation, hein. On reste dans une société de consommation, on a des exigences vis-à-vis du service public. C'est un mot un peu fort, client, mais oui. C'est vrai, il y a des comportements de ce type-là, mais il faut réfléchir, il faut savoir, plutôt que de le condamner, il faut comprendre pourquoi. Oui. C'est-à-dire qu'on a aussi voulu la personnalisation, la différenciation, l'individualisation. On a bien évolué dans le sens de plus d'attention à la personne, à l'individu. C'est le cas par exemple pour les élèves en situation de handicap. Donc on est quand même, on a fait des gros progrès. Je pense que c'est un progrès d'avoir une attention particulière pour des situations particulières et des individus. Et en même temps, on est dans un système de masse. On a évolué c'est la massification de l'école. Donc, il y a une tension entre ces deux choses. C'est la massification qui est qu'on ne peut pas faire pour chacun un menu particulier. Et d'un autre côté, on préconise en permanence, on promeut même la différenciation. Et donc, il y a une forme de contradiction que les familles vivent mal. Et je n'ai pas de solution. Je dis simplement qu'on a des dispositifs. La médiation en fait partie. C'est un outil de différenciation. C'est un outil pour faire attention à l'être humain qu'il y a derrière le numéro, l'élève. On parle d'enfants, pas d'élèves. Voilà, on a des dispositifs comme cela, mais d'un autre côté, on comprend très bien que le système, lui, réfléchisse globalement avec l'intérêt
commun, l'intérêt collectif, le service pour tous. Dernière question, Catherine Ketibissou, vous êtes médiatrice de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Y a-t-il une spécificité, je dirais, dans les questions qui vous sont posées par les personnels, voire éventuellement les parents pour l'enseignement supérieur? Les étudiants, en fait. Oui, bien sûr. On a essentiellement des réclamations d'étudiants. On en a un peu des personnels, mais moins du supérieur, mais on en a quand même. Et c'est toujours des cas assez lourds, d'ailleurs. C'est assez complexe. Hein. Les enseignants-chercheurs, quand ils saisissent le médiateur, c'est souvent assez lourd. Les étudiants, majoritairement, ce sont des questions sociales, les questions de bourse, les demandes de bourse, la vie étudiante, et puis l'orientation aussi. Alors, contrairement aux idées reçues, c'est pas Parcoursup qui pose le plus de problèmes, en tout cas au niveau du supérieur, c'est plutôt en amont, bien au sûr, lycée, hein, et c'est la question de l'orientation. Au niveau de l'enseignement supérieur, j'ai assez peu de réclamations sur Parcoursup et sur l'entrée en master, ce qui ne nous a pas empêché quand même. Le médiateur a joué un rôle important. Je dis le médiateur, ce sont mes prédécesseurs. On avait le système APB autrefois. Oui. Parcoursup a apporté beaucoup d'améliorations et a pris en compte beaucoup de demandes, de recommandations du médiateur, et qui s'améliore chaque année d'ailleurs. Moi-même, il y a 3 ans, sur l'entrée en master, j'ai fait de nombreuses recommandations qui ont toutes été mises en œuvre, en particulier la création de la plateforme Mon Master. Et ça, c'est vrai que c'est un sujet important pour nous, mais on a aussi les étudiants en situation de handicap, la vie étudiante, les bourses, la santé étudiante, les études de santé aussi, ce qui n'est pas la même chose. Voilà, on a beaucoup de sujets qui concernent l'enseignement supérieur, bien sûr, mais qui sont un peu différents des sujets scolaires que j'ai évoqués tout à l'heure. Merci beaucoup, Catherine Ketibissou. C'était un plaisir, comme toujours.